L'Arcea est une association régionale, fondée en 1943, reconnue d'utilité publique. Elle accompagne plus de 16 000 personnes en Occitanie, des personnes en situation de handicap psychique, mental et cognitif, des mineurs suivis par les services de prévention et protection de l'enfance, des migrants demandeurs d'asile et enfin des bénéficiaires de mesures alternatives aux poursuites pénales. Elle forme également aux professions de l'intervention sociale. L'ensemble des établissements et services de l'Arcea, bien qu'ayant des modalités de travail et d'intervention spécifiques, poursuivent un objectif commun, que le handicap et les difficultés rencontrées ne soient pas un frein à la mise en œuvre d'un projet de chacun, quel qu'il soit. Les actions de l'Arcea s'échelonnent à tous les âges de la vie. Notre immersion au sein de l'Arcea commence donc au tout début, dès la naissance. Plus le diagnostic est réalisé tôt, plus on se donne de chances d'atténuer les effets d'un handicap. Cette détection précoce permet de proposer à l'enfant et à ses parents un accompagnement adapté. Par rapport à l'handicap de notre enfant, de Maxime, on cherchait un lieu où il y ait tous les professionnels qui soient regroupés. On a de suite appelé le CAMS et de suite ça a été un rendez-vous. Le mois après, on a eu les bilans. Un CAMS, c'est un centre d'action médico-sociale précoce qui accueille des enfants tout venant de 0 à 6 ans. Ces enfants sont orientés par le médecin, les services de protection maternelle infantile ou l'école. Les familles appellent au CAMS sur l'orientation du médecin et sont reçues dans un délai de 50 jours par le docteur Sens et moi-même. Suite à la première consultation avec le docteur Sens, nous réalisons des bilans en psychomotricité, en orthophonie et ou en psychologie. Le CAMS a aussi une mission de prévention et d'accompagnement au diagnostic, notamment pour les diagnostics d'autisme. C'est ce que nous avons fait pour Lucas, que nous accompagnons depuis ses 18 mois. Du pied, hein. Ça va être attends, regarde, on va faire le fauteuil après. On dirait pas, hein. On dirait pas. 1, 2, 3. C'est une prise en charge globale de l'enfant et de la famille. Un jour, la psychologue m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez qu'on en parle que toutes les deux? Et là, c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie écoutée et prise en charge moi aussi. Les accompagnements précoces sont déterminants. Cela vaut aussi en protection de l'enfance. Pour éviter qu'un enfant ne soit séparé de ses parents suite à un jugement, un dispositif de placement à domicile existe sur la commune de Muret. Des professionnels interviennent de façon plus ou moins intensive selon l'évaluation réalisée. L'objectif est de conforter les compétences parentales et de veiller au bien-être de l'enfant. Alice, éducatrice, se rend au domicile de Marine, mère de 2 enfants actuellement suivis par le dispositif. Ça me permet de créer une relation de confiance avec eux, de les observer dans leur quotidien et de les accompagner à développer leurs compétences parentales. En étant une maman très jeune, j'ai trouvé super de pouvoir être accompagnée par Alice parce qu'il y a des choses que moi-même je n'ai pas intégrées et où elle m'a donné un coup de pouce, comme notamment la préparation des repas, à l'heure de la sieste, l'heure du coucher, l'heure du lever. C'est un cheminement au quotidien et non pas un jugement. Donc elle m'aide en me faisant comprendre des choses sans être jugée. Si Alice intervient en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, c'est toute une équipe qui suit chaque famille et qui construit un accompagnement adapté. Quand on devient parent, tout à chacun, c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et que là, par-dessus, il y a une mesure de protection de l'enfance qui vient de tomber, qui vient attaquer quelque chose qui est déjà fragile, qui est déjà fragilisé chez les gens. Du coup, dans notre intervention, on va avoir à cœur d'aller vers les parents en ayant dans l'idée que s'ils avaient pu faire autrement jusqu'à présent, ils l'auraient fait. Ils ont à cœur que leurs enfants grandissent bien, qu'ils aillent à l'école, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils se développent bien. Et c'est vrai que notre intervention, l'intervention des collègues éducateurs au domicile, l'accompagnement que je peux avoir avec mes collègues éducateurs, soit par le biais des entretiens familiaux, soit tout simplement par les réunions d'équipes pluridisciplinaires, elle vise à aider ces parents à réfléchir sur leur parentalité.
Quand il y a une situation critique dans la famille qui est repérée soit par nous, soit par la famille, on a la possibilité de faire un repli de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans une maison d'enfants en fonction de l'âge. Et c'est vraiment pour prendre le temps de faire souffler l'enfant et de trouver une autre solution pour remobiliser les parents autrement si c'est possible. Ces interventions précoces visent à prévenir ou détecter les difficultés pour mieux les compenser. Puis l'enfant grandit et se pose alors la question de sa scolarisation. Dès que possible, les établissements médico-sociaux mettent en place des unités d'enseignement externalisées. Ils s'installent avec leurs enseignants et leurs professionnels éducatifs et thérapeutiques directement dans les écoles. L'unité d'Aussonne accueille 20 enfants d'IME au sein de l'école de la commune. Une journée type commence à 9 h pour les enfants, ils arrivent en taxi chacun. Ils sont d'abord accueillis du coup par les éducateurs, il y a un temps d'accueil. Ensuite chacun fait son emploi du temps individuel. On part ensuite sur les activités accompagnées par les éducateurs ou les temps de classe. Chaque groupe profite d'un temps de classe par jour. Hop! Et voilà, regarde. Durant ces journées, il y a aussi des temps où les enfants sont pris en charge par les différents thérapeutes de l'IME, la psychologue, la psychomotricienne et l'orthophoniste. Le midi, les enfants prennent le repas au sein de la cantine scolaire avec tous les enfants de l'école, puis enchaînent sur un temps de récréation. L'accueil des enfants au sein de l'école leur permet d'avoir un grand nombre de possibilités et d'opportunités d'interagir avec les enfants qui sont accueillis et qui ne sont pas de l'IME. Donc c'est autant d'occasions de travailler leur communication, tout ce qui est les codes sociaux et les comportements adaptés. Ça permet aussi pour les enfants de l'école d'être sensibilisés à la question du handicap. Lucas, il n'aimait pas rester avec les autres enfants, c'était très difficile. Dès qu'il y avait des enfants, il ne voulait pas être en contact avec eux, donc il se cachait. Et pour revenir, c'était vraiment très compliqué, il fallait l'appeler, il fallait forcer. Alors que là, bon, il sourit dès qu'il y a des enfants, il sourit un peu, et puis il vient. Il réclame les petits copains qui viennent à la maison, et il me parle de ses camarades de classe. Il montre vraiment qu'il pense aux autres. Ça nous rassure énormément dans le fait qu'il est en contact, qu'il soit en contact avec d'autres enfants et que ça marche. Il faut continuer dans ce sens. Vraiment, l'inclusion, c'est une très bonne chose. Voilà. Dès que possible, les professionnels étendent leur action au temps périscolaire, d'autant plus facilement que les partenaires, tels que la mairie, s'engagent à nos côtés. Si l'inclusion en milieu ordinaire est fortement mise en avant, elle n'est pas toujours possible ou adaptée pour faire progresser l'enfant. Elle est parfois indissociable d'un accueil au sein d'un établissement médico-social. C'est à certains moments une nécessité de se décaler, de proposer un accompagnement spécifique à l'enfant pour travailler à dépasser les difficultés, puis progressivement d'intégrer le milieu ordinaire. L'ITAP, ça sert les enfants en difficulté, les enfants qui sont excités, les enfants qui ont des problèmes de travail, des problèmes d'école, plein de trucs comme ça. Le temps d'accueil du matin est important sur le groupe parce qu'on accueille les enfants qui arrivent de différents lieux et il nous semble que c'est primordial de les regrouper. On se saisit de ce temps d'accueil pour recentrer les jeunes sur l'idée qu'ils ont à transiter par le pavillon avant d'aller vers un ailleurs et justement travailler cet ailleurs avec le plus de sérénité possible. Tout d'abord, ça leur permet avant tout de pouvoir être assez tranquilles dans leurs mouvements parce que c'est des jeunes qui peuvent être très angoissés par justement la question des passages, la question des différentes rencontres qu'ils vont avoir dans la journée. Dès que le retour en milieu scolaire ordinaire est possible, on les accompagne vers ça. L'inclusion n'est pas que scolaire, ce n'est pas que le volet pédagogique. Dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, nous mettons en place différents ateliers à portée éducative ou thérapeutique et même pédagogique qui peuvent nous amener à travailler des champs tels que l'autonomie, l'inscription sur les milieux sociaux proches des domiciles. Donc toutes ces actions viennent alimenter les projets individuels de chacun pour permettre effectivement une évolution vers
vers un ailleurs avec le plus d'outils et d'éléments possibles. Ma fonction, c'est d'être en lien autant avec les parents des enfants qu'avec l'équipe et puis les partenaires. J'interviens moi auprès des familles en entretien ici, dans le bureau, parfois à domicile. Pour moi, ce qui est primordial, c'est tisser un lien de confiance et de respect réciproque. Voilà, dès le départ, qui est comme un contrat. On est là pour travailler ensemble, pour se comprendre et avancer. Autre établissement, autre projet. Ce qui est d'ordinaire réservé aux plus grands scientifiques est ici proposé à un groupe de jeunes de l'ITEP Loustalais. C'est un projet de réalisation d'une nacelle bardée de capteurs qui s'élèvera jusqu'à la stratosphère grâce à un ballon météorologique. Ils ont entre 14 et 17 ans et des étoiles plein les yeux. Il y a un groupe qui va aller avec Anthony faire plus des aspects méca, donc plutôt de la découpe, de la mesure. Ils vont travailler sur vraiment la nacelle en elle-même. C'est un projet qui a été proposé par les Étoiles brillent pour tous en collaboration avec notre association Universelle. Il consiste à réaliser avec les jeunes de l'ITEP une nacelle de ballon stratosphérique à envoyer avec eux et qui transportera des mesures scientifiques dans la stratosphère pour mesurer des quantités comme la température, l'humidité ou la pression. L'idée est ensuite d'exploiter ces données avec les jeunes pour essayer de vérifier et de voir comment varient ces grandeurs au fur et à mesure du vol dans notre atmosphère. Tu vois, l'idée, c'est la matière est déposée là, et là, voilà. Ces jeunes, ils ont tout à fait le droit, comme d'autres jeunes, de faire ce type de projet. Et pour moi, ça leur donne un panel de compétences, que ce soit en mécanique, électronique ou en montage, qui leur seront utiles pour leur carrière. Qui plus est, nous on réalise vraiment un projet de bout en bout, de la conception au lâcher, donc ça leur permet aussi de suivre toute l'évolution d'un projet simili-spatial. On a participé à voir la puissance ou si ça marche, tous les capteurs, le capteur GGR, la batterie externe, les piles, tout ce qu'il faut, et pour voir si quand on voit dans l'espace, il n'y ait pas un petit truc qui ne marche pas. Tout ce qui est l'high-tech, tout ce qui est les cartes mères, tout ce qui est le lancement aussi, c'est impressionnant. C'est ça ce qui me plaît dans le projet. Ce projet permet de vivre une expérience forte. Des scientifiques viennent travailler avec eux et transmettent leur savoir. Les jeunes collaborent, s'investissent et se rendent compte de leurs capacités. Certaines périodes de la vie sont particulièrement sensibles. Au sortir de l'enfance, l'adolescence est un de ces moments au cours duquel il est important de répondre rapidement aux sollicitations. La Consultado, située rue Saint-Léon à Toulouse, est un centre de consultation en pédopsychiatrie. La Consultado a été créée pour répondre à un besoin en fait, autour de la crise adolescente et surtout pour éviter en fait, au maximum un passage aux urgences. À ce titre-là, on accueille les adolescents sur des prises en charge de manière hebdomadaire. Ce qui est important de mettre en œuvre dans ce type de prise en charge, c'est du coup d'évaluer les critères de crise d'ordre psychiatrique. Ensuite, nous, les médecins nous interpellent directement par téléphone, font le lien avec les collègues. Du coup, il y a une régulation médicale et les rendez-vous sont mis en place très rapidement. Alors, la prise en charge à la Consultado, du coup, elle s'organise avec un binôme référent, c'est-à-dire que ce binôme est composé de 2 soignants. Ça peut être 2 infirmiers, ça peut être un infirmier, un psychologue, un infirmier, une aide-soignante. Il faut savoir que là aussi, c'est une spécificité de la guidance infantile. Le médecin psychiatre ne voit le jeune qu'au bout du 1er mois de prise en charge et posera son évaluation en fonction du regard clinique, du coup, du binôme référent initial. On oriente les ados de 2 façons. Soit la Consultado, le travail de crise qui se poursuit ici pendant 3 mois, se suffit à lui-même et pour le coup, la sortie de crise permet un arrêt des soins. Soit l'orientation qui a été pensée équipe ado-parent est suffisante et l'ado peut poursuivre les soins en dehors du système
La pédopsychiatrie en Haute-Garonne s'organise sur 3 secteurs, donc le centre hospitalier universitaire, le centre hospitalier Gérard Marchand et la guidance infantile. Ces 3 consultados ont des missions identiques, pour le coup, même si elles ont leur singularité. Donc les consultados vraiment travaillent conjointement avec des services qui sont présents sur chacun des 3 secteurs également. J'ai eu connaissance du dispositif Consultado suite à une consultation qui nécessitait un avis spécialisé en urgence d'un jeune garçon et pour lequel son psychiatre ne pouvait pas le recevoir immédiatement. Donc j'ai appelé quand même l'hôpital Gérard Marchand qui m'a orientée vers le pôle de guidance infantile Saint-Léon. Il se trouve que depuis la création et la mise en place des 3 consultados sur la ville de Toulouse, sur la Haute-Garonne, il y a une diminution nette du temps d'hospitalisation sur place, c'est-à-dire aux urgences. Le fait d'avoir recours à la consultado permet d'avoir une réponse rapide par une équipe spécialisée qui va évaluer la gravité de la situation et donner une réponse adaptée. Et c'est essentiel. Au sortir de l'adolescence, la question de l'autonomie du jeune adulte se pose. Elle passe par 2 axes, l'insertion professionnelle et l'accès au logement. En matière d'insertion professionnelle, beaucoup d'adultes en situation de handicap aspirent à décrocher un emploi ordinaire. Cet objectif ne sera pas à la portée de tous. Alors, les établissements proposent différentes situations de travail. Cela permet à chacun d'accroître ses compétences et de construire un projet adapté à ses potentiels. Kathleen est arrivée à l'ESAT il y a 1 an. Auparavant, lors d'un accompagnement en IM Pro, elle a obtenu le titre d'agent de restauration. Aujourd'hui, elle met en pratique ses connaissances à l'ESAT et trouve progressivement sa place au sein de l'équipe. Nous adaptons, nous moniteurs d'atelier, ce travail suivant leurs capacités, leur désir de progresser et le projet qu'ils peuvent former tout au long de leur vie. En plus de l'accompagnement que l'on fait sur l'atelier, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui permet aux travailleurs d'avoir un suivi quotidien, une équipe de formation, des psychologues. Alors le chef vous propose aujourd'hui la charcuterie en entrée, suivi d'un confit de canard avec gratin dauphinois. Et en dessert, c'est un pastis gascon. Est-ce que ça va à tout le monde? Benoît a souhaité que ses compétences soient reconnues. Il a donc entamé un parcours de validation des acquis de l'expérience. J'ai passé 2 VAE, VAE restauration et VAE hôtellerie. On la prépare avec les moniteurs, les formateurs, les collègues et on prépare un dossier pour être prêt pour le jour J. Ça m'aide à progresser dans le métier, à être plus à l'aise. L'employeur, je présente mes diplômes et il sera plus rassuré et il aura plus confiance en moi. Steven, déjà diplômé, réalise des stages en entreprise. Le premier stage que j'ai fait, c'était dans le domaine de la collectivité, dans une sorte de cantine self, pendant 15 jours. J'ai un projet pour faire un autre stage, différent puisque ça sera une maison de retraite. Je fais des stages pour découvrir le milieu ordinaire. Ici, on est dans un lieu où on est protégé, où on est accompagné par les moniteurs. Ces stages vont me permettre de travailler un peu plus sur l'autonomie, pour être embauché à l'extérieur, pour voir si je peux travailler seul. Pour faciliter une insertion professionnelle souvent difficile, l'Arcea a créé 2 entreprises adaptées. Des entreprises ordinaires qui emploient des personnes en situation de handicap. Prochainement, un nouveau restaurant va ouvrir sur le site de Basso Cambo à Toulouse. Après le travail, la question du logement est un enjeu déterminant pour la qualité de vie et l'autonomie des adultes accompagnés. L'équipe pluridisciplinaire travaille avec les résidents qui le souhaitent afin qu'ils acquièrent plus d'autonomie. Lorsque les conditions sont réunies, ils peuvent alors s'installer dans leur propre appartement avec des soutiens adaptés. Dans le centre de Valence d'Agen, 6 appartements ont été aménagés dans une volonté de mixité sociale. Ici, le voisinage se compose de personnes accompagnées et de ménages. Ils vivent en parfaite cohabitation. Quand j'ai vu cet appartement, ça m'a changé la vie. Depuis 1 an, je me sens très bien ici. Je me sens même beaucoup mieux que sur l'ancienne structure qu'on avait. Ce qui est bien, c'est qu'on a les commerçants à proximité. Donc, moi, je connais beaucoup mes collègues qui sont là. Donc,
on discute beaucoup et puis des fois on se fait des soirées un peu jeux vidéo. On vit en communauté, donc au moins ça c'est une bonne chose. Chacun son appart, mais on se voit. Quelqu'un qui a un problème, on s'aide, donc on va voir ce qui se passe et puis surtout le mercredi on fait les repas tous. Des professionnels sont régulièrement présents au foyer. Bonjour Beno. Bonjour Valentin. Ça va? Ouais, ça va. Ici, une spécificité. Chaque résident invite un éducateur à dîner un soir par semaine. C'est l'occasion de suivre l'évolution des personnes accompagnées. Bon, tu continues le tai chi? Eh oui, comme toujours. Tu m'as parlé que tu voulais faire du théâtre aussi? Oui, mais je verrai en septembre. Tous les 15 jours, il y a un éduc qui vient chez moi manger, donc c'est ça qui est bien, au moins. Les éducs voir comment on fait les courses, donc c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des moelleux aux pommes. Pour les courses, je me débrouille tout seul. Les éducs nous donnent une caisse alimentaire pour la semaine. Et donc, on fait nos courses pour toute la semaine. Donc, pour nous, ça nous apprend à tenir un budget et à faire des courses qui sont un peu bonnes pour la santé. Et pour les loisirs, depuis 3 ans, je fais du tai chi. En fait, le tai chi, c'est pour découvrir son esprit et surtout être très calme. Effacer toutes les mauvaises choses et on pense qu'à être au bien-être. L'autonomie, moi, je le trouve bien parce que ça nous apprend à vivre seul, à vivre avec les autres, à vivre avec d'autres voisins. Ça nous met un peu dans le droit chemin pour aller un peu à l'extérieur et voir d'autres choses. Ça nous a appris à être plus responsable. Le maître mot, c'est imaginer les possibles, être créatif et sans a priori pour réaliser chaque projet de vie. Le théâtre est une médiation qui soutient l'expression des personnes. Pour des adultes en situation de handicap, cette activité favorise leur relation aux autres, développe la créativité et révèle leurs compétences. Le projet de chantier théâtral est né de plusieurs rencontres et de réflexions entre l'association INIT et la Compagnie des Barbares. Et il voit le jour notamment grâce au financement de l'ARS et de la DRAC Occitanie. C'est un projet innovant parce que, au-delà des activités d'expression théâtrale qu'on a l'habitude de mettre en place dans les établissements, il propose la mise en place d'activités créatrices théâtrales par la collaboration de personnes en situation de handicap et d'artistes. D'autre part parce qu'il propose un espace de rencontre et d'inclusion pour des personnes vulnérables, notamment accueillies en maison d'accueil spécialisée. Ouais. On a construit ce projet en accord avec l'ARCEA sur 3 ans. Le but est donc de faire une recherche avec des outils du théâtre pour faire émerger le potentiel créatif et des moyens de communication avec ces outils, dans le but de, à la 3e année, arriver à construire des choses autour donc de la scène théâtrale, de l'écriture pour chacun, qui ait du sens, avec un texte qui ait du sens pour eux, ou alors quelque chose de plus collectif. Ce qui me plaît, c'est voir comment j'arrive à jouer la comédie. C'est ma passion, c'est pour m'aider à mieux parler, articuler et pour la confiance en moi. Je suis heureux. Voilà, c'est tout. L'ensemble de ces projets est accompagné par des professionnels expérimentés et engagés qui sont pour certains formés à l'ARCEA. Depuis sa création, l'ARCEA s'est développée avec une conviction, la nécessité d'enrichir la formation par la pratique issue du terrain et réciproquement. En formation initiale ou continue, parfois en alternance ou bien encore par la VAE, ce sont chaque année environ 1600 étudiants stagiaires et plus de 2000 professionnels qui se forment au sein de l'ARCEA. J'avais le souhait de trouver un métier en adéquation avec mes valeurs humaines,
Donc pour moi, le plus important, c'est d'être dans une relation d'aide auprès de personnes en difficulté, quelles que soient leurs différences et leur parcours, et se dire qu'il y a toujours une possibilité d'évoluer. Je suis sur une unité qui accueille des enfants de 9 à 14 ans avec des troubles du comportement, des troubles scolaires. C'est très enrichissant, ça me permet de me réajuster à chaque fois sur ma pratique professionnelle pour les accompagner au mieux. Mon stage, du coup, me permet d'être confrontée à la réalité du métier et de me créer mon identité professionnelle. J'ai postulé dans un ESAT, j'ai découvert le métier de moniteur d'atelier. Il m'a semblé évident de me former pour pouvoir mener à bien mes missions. J'avais envie d'accompagner des personnes avec des besoins spécifiques dans un parcours de progression professionnelle. C'était important pour moi d'avoir un métier qui avait du sens et le travail auprès des personnes en situation de handicap m'aide à me lever le matin. La formation va me permettre en fait, d'accompagner au quotidien via des projets personnalisés des personnes en situation de handicap sur la partie travail. Donc concrètement, on va essayer de faire monter, je vais essayer de faire monter en compétences les personnes accompagnées. L'intérêt du stage, en fait, c'est effectivement de se rendre compte concrètement que les 3 missions du moniteur atelier sur lesquelles on nous forme, l'accompagnement des personnes, la casquette aussi de formateur pour adultes et également la gestion d'un atelier, c'était réalisable sur le terrain, choses sur lesquelles j'ai pu un petit peu douter. Je travaille à la maison d'accueil spécialisée avec des personnes adultes en situation de handicap et notamment des personnes atteintes d'autisme. En arrivant dans la structure, je m'occupais donc des personnes autistes et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'approfondisse mes connaissances. J'ai fait la demande d'une formation qui s'appelle TSA, Troubles du spectre autistique, qui a 2 versants, le versant théorique et le versant pratique. J'ai participé à cette formation sur le pôle formation et recherche de Saint-Simon. Cette formation a duré 5 jours et ce qui a été très enrichissant, c'est de pouvoir croiser les pratiques de tous les professionnels présents. Donc je me suis rendu compte que pour ces personnes-là, c'était très important la ritualisation, que les choses, il fallait qu'elles soient comme eux, ils ont l'habitude qu'elles soient et non pas comme nous, on souhaite que ce soit. Pour nourrir cette dynamique, des cycles de conférences sont organisés, des programmes de recherche sont élaborés, des partenariats avec les autres acteurs de la formation et l'université sont constitués. Ces quelques projets illustrent à quel point l'ARCEA est multiple et son fonctionnement résolument participatif. Dans les accompagnements au quotidien comme dans les projets innovants, professionnels, bénévoles, administrateurs, partenaires, personnes accompagnées et leurs proches s'engagent. Une action solidaire, fruit d'un travail collaboratif au service de l'ensemble des publics.